Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence à destination des seniors. Aujourd'hui, la thématique, c'est couple et sexualité senior. Cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Movadom, Movadom Allié, Family Zen, Adapsia. Elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine, avec le concours de la CNSA. Merci à tous pour votre présence et votre participation. Je suis Pascal, je fais de l'accompagnement au déménagement des personnes âgées dans le département de l'Allier. Je suis là pour vous accueillir, pour répondre à vos problèmes techniques dans le fil de conversation et puis pour gérer un petit peu le temps de questions-réponses que l'on fera en fin de conférence. Pour vous inscrire à nos visioconférences, n'hésitez pas à le faire sur le site movadom.eventbrite.com. N'hésitez pas non plus à partager ce lien avec vos proches. Et puis en replay sur Facebook, n'hésitez pas non plus à liker notre chaîne, à vous abonner et à liker toutes nos vidéos. Isabelle, je vous laisse prendre la main et nous parler de sexualité et de couple. Bonjour, donc moi je suis Isabelle Palassin, je suis psychanalyste, thérapeute de couple et co-auteur avec Gwendoline Cotresse du livre sur le déménagement, l'audio-livre pardon, sur le déménagement des seniors. Donc ce matin je vais vous parler d'un sujet qui n'est pas forcément facile, mais en même temps qui concerne tout le monde, la sexualité. Et c'est vrai qu'une sexualité épanouie, c'est possible à tout âge. Pardon. Puisque d'après une étude BVA France Mutualiste de l'année dernière, 56% des plus de 60 ans estiment que le sexe est source d'épanouissement individuellement et en couple. Alors individuellement, ça peut paraître bizarre, parce qu'on se dit individuellement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors individuellement, ça signifie soit en dehors de son partenaire habituel, soit avec une autre personne, soit seule. La masturbation, en effet, ne doit pas être un tabou et elle peut être, elle aussi, une source d'épanouissement. Pour certains, c'est une bonne façon de se détendre, mais ça peut être aussi un moyen de mieux connaître son corps et donc de mieux communiquer ensuite ses attentes à sa ou son partenaire. Et puis, bien sûr, il ne faut pas oublier tous les célibataires, puisque après 50 ans, on a 9 millions de célibataires et pardon, 1 sur 3 pense à refaire sa vie. Alors, pardon, excusez-moi pour ce petit chat dans la gorge. Alors, est-ce que entretenir une vie sexuelle, c'est la santé? C'est vrai qu'une bonne vie sexuelle, et tout le monde y a droit, en fait, ça a des effets positifs, en fait, sur la santé physique et sur la santé psychique. Ça booste l'estime de soi, c'est-à-dire que en fait, dès le début de la vie, dès qu'on est tout bébé, dès qu'on arrive sur Terre, le regard de l'autre, la façon dont il prend soin de nous, dont nous sommes touchés par autrui, fonde en fait notre assise narcissique. C'est-à-dire que ça construit l'estime de soi. Et c'est vrai que dès l'entrée dans la génitalité, c'est-à-dire aux alentours de l'adolescence et jusqu'au bout de la vie, ce savoir désirable, désiré, nous aide en fait à nous sentir bien dans notre peau, plus sûr de nous, etc. Ça a aussi un effet biologique puisque le rapport sexuel libère des endorphines, mais pas que des endorphines, libère des hormones en fait. On voit que sur le plan neurobiologique, durant l'acte sexuel, il y a d'abord l'ulibérine qui est libérée au début. C'est ce qui nous pousse à aller chercher plus de caresses, plus de toucher, jusqu'au moment du plaisir et de l'orgasme qui s'accompagne, lui, d'un feu d'artifice d'endorphine, ces hormones qui nous rendent euphoriques. Et puis, pardon, d'ocytocine, cette hormone qui renforce l'attachement. Autant dire que finalement, le rapport sexuel, quand il est bon, en fait, quand il est agréable, c'est quand même une très bonne drogue. Et puis, l'activité sexuelle, c'est bon aussi pour le cœur. Ça permet de baisser l'hypertension artérielle, par exemple. Mais tout ça, c'est à condition d'y prendre plaisir. Et puis, il n'est pas question de faire du sexe sur ordonnance. C'est-à-dire que chacun a le droit
d'aller à son rythme, d'avoir envie, de ne pas avoir envie. Et c'est vrai qu'il serait complètement absurde de donner, en fait, par exemple, de dire faut absolument un rapport par semaine, ou 2 rapports par semaine, ou un par mois, enfin peu importe. C'est vraiment chacun doit trouver son propre rythme, dans son propre rythme personnel et son propre rythme évidemment avec son partenaire. Ça, c'est vraiment très très important. Il n'y a pas de normes en matière de sexualité. Il n'y a pas de il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. C'est pas vrai. C'est vraiment comme on en a envie. Alors, quels sont les freins à une bonne activité sexuelle? Alors, déjà, il y a cette question des hormones, c'est-à-dire que avec l'âge viennent la ménopause et l'andropause. Alors, dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de la baisse d'hormones sexuelles, les œstrogènes chez la femme, la testostérone chez l'homme. Mais pourtant, ces deux terminologies, en fait, ne recouvrent pas du tout les mêmes réalités, dans la mesure où chez la femme, il y a une disparition effectivement totale de la production d'hormones ovariennes, en moyenne autour de 51 ans, c'est la ménopause. Ça va entraîner des bouffées de chaleur et non pas une baisse de désir, alors ça c'est vraiment important de le dire, c'est pas une baisse de désir que ça va entraîner, mais ça va entraîner des difficultés peut-être dans les rapports sexuels. Pourquoi? Parce que les œstrogènes garantissent en fait une bonne trophicité des muqueuses. Ça va permettre une bonne lubrification, notamment au moment des rapports. Et donc, effectivement, quand il n'y a plus d'œstrogène, ben on assiste en fait à une sécheresse vaginale plus importante. Et donc, ça va provoquer des petites douleurs au moment de la pénétration, un peu plus d'infections urinaires après, par exemple. Donc, voilà, ce sont des petites gènes, mais ça ne va pas gréver le désir en lui-même. Donc, ça va être important de pouvoir pallier en fait ce type de petits soucis. Hein. Alors, comment? Ben, c'est tout simple. Grâce à un traitement hormonal substitutif de la ménopause, c'est-à-dire on va donner en fait des hormones. Alors, il y a un certain nombre de contre-indications pour le traitement hormonal substitutif par voie générale. Donc, on peut tout à fait appliquer localement des gels, des ovules, etc., qui vont aider justement à passer outre ces petites difficultés et à les, enfin, plus qu'à passer outre, en fait, à les réduire. Chez l'homme, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que d'abord, il n'y a pas d'arrêt brutal de production d'hormones. C'est-à-dire que progressivement, la testostérone va baisser un petit peu, alors à peu près 1% par an à partir de l'âge de 30 ans. Et tous les hommes ne vont pas subir les désagréments de l'andropause. C'est-à-dire que l'andropause, on peut avoir une difficulté d'érection, on peut avoir des bouffées de chaleur, on peut avoir des désordres de la pilosité, voilà. Donc ça, c'est effectivement lié à cette baisse hormonale chez l'homme. Mais tous les hommes ne vont pas subir cette baisse, ces manifestations-là. Elles ne vont toucher, pardon, que un tiers des hommes. Donc, les troubles érectiles, par exemple, ne sont pas du tout une fatalité après 50, 60, 70 ans. On va voir que ça peut être un petit peu plus laborieux, un peu plus difficile, etc. Mais ce n'est pas du tout une fatalité. De plus, la testostérone, c'est une hormone qui booste le désir sexuel chez l'homme comme chez la femme. Alors parfois, des petites, là aussi, des petites substitutifs, c'est-à-dire que le Viagra, le Cialis, pour les hommes, ça va permettre en fait de pallier ces difficultés. Alors, c'est important de pallier ces difficultés. Pourquoi? Mais parce que, en fait, et on y reviendra, c'est vrai que quand on commence à avoir des difficultés au moment des rapports sexuels, des difficultés d'érection, des difficultés de lubrification pour les femmes, eh bien, en fait, on va perdre un peu confiance en soi, parce que c'est un peu le corps qui lâche, en quelque sorte. Et on va avoir progressivement une baisse, non pas du désir biologiquement, en fait,
Mais psychiquement, et on y reviendra, on va avoir moins confiance en soi et donc on va hésiter à entrer en lien avec l'autre. On va se dire, bah, si c'est pour que ça se passe mal, c'est pas la peine d'essayer. Et c'est pour ça que c'est important de se faire aider, d'en parler à son médecin, etc. Alors, il y a aussi un certain nombre de maladies qui sont liées à l'âge. Alors, tout le monde pense aux maladies cardiovasculaires. Il y a des idées reçues à lever à ce niveau-là, parce que avoir subi un accident vasculaire, par exemple, n'est pas une contre-indication à une bonne sexualité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes capable de monter deux étages à pied, vous êtes capable d'avoir un rapport sexuel. En revanche, si la baisse de l'érection, les difficultés érectiles peuvent être le signe d'un problème cardiovasculaire. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait érection, il faut qu'il y ait une bonne vascularisation des corps caverneux. Et c'est vrai que quand il y a cette vascularisation n'est pas bonne, quand elle est entravée en fait par des problèmes d'athérome, par des problèmes de diabète, etc., eh bien à ce moment-là, l'érection perd en qualité. Donc c'est vrai qu'une perte d'érection, ça peut être aussi un signal d'alarme, et là aussi, c'est important de pouvoir en parler à son médecin. Alors, ce n'est pas toujours le cas, hein, difficulté d'érection n'égale pas forcément maladie cardiovasculaire, mais ça vaut le coup d'en parler. Juste un petit chiffre en passant, en fait l'épectase, qui est en fait le mot pour dire la mort pendant l'acte sexuel, n'arrive que dans 0,1% des rapports. Donc il n'y a vraiment pas de risque en fait à faire l'amour. Alors les autres freins, là sont plus évidemment des freins psychiques. Et en fait, majoritairement, les freins sont d'ordre psychique parce que le premier organe sexuel, en réalité, c'est le cerveau. C'est-à-dire que si on n'est pas bien dans sa tête, si on n'est pas prêt psychiquement à cette rencontre intime avec l'autre qu'est le rapport sexuel, eh bien, forcément, ça ne va pas très bien se passer et ça risque en plus, on risque d'entrer dans un cercle vicieux en quelque sorte, c'est-à-dire que plus on va avoir du mal à entrer dans cette relation particulière qu'est le rapport sexuel, moins ça va bien se passer, puisque plus on va perdre confiance en soi. Alors, quelles sont ces problématiques qui peuvent nous faire perdre cette confiance en nous-mêmes au moment du rapport sexuel? Alors, il y a la déprime. La déprime, ça peut toucher, pourquoi ça peut toucher des plus de 50 ans, des seniors, etc. Parce que c'est vrai qu'on arrive dans une période de la vie où les deuils sont un petit peu plus fréquents, les enfants partent de la maison, les parents, nos propres parents entrent dans le très grand âge et parfois il faut s'en occuper, etc. Donc il y a beaucoup il y a la fin de l'activité professionnelle. Enfin voilà, il y a des petites pertes qui, additionnées les unes aux autres, peuvent en fait créer une petite dépression. Enfin, sans parler de dépression, mais en tout cas un petit sentiment de déprime. On en a parlé, la baisse de l'estime de soi. C'est vrai que le vieillissement peut entraîner, comme à l'adolescence, un effet d'étrangeté vis-à-vis de son propre corps qui se met à changer. On a vu tout ce qui se passe au niveau sexuel avec la baisse hormonale, mais il y a aussi les cheveux qui blanchissent, les rides qui apparaissent, puis les petites douleurs, c'est-à-dire que on est un peu moins confiant quand on a un petit problème de hanche et qu'on ne peut plus tenir dans certaines positions. Donc tout ça fait que, on a le sentiment que notre corps nous lâche. Et ce sont des facteurs qui menacent une vie sexuelle épanouie, puisque donc on a vu, hein, la vie sexuelle épanouie contribue au bien-être psychique, sans en être forcément, et on y reviendra, le facteur essentiel. Mais si on n'arrive pas à entrer dans ce cercle vertueux, alors ça devient difficile. Bon.
Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que face à ces difficultés de soi par rapport à soi, c'est-à-dire de ces difficultés par rapport aux modifications physiques, voilà, la bonne communication dans le couple est essentielle. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir parler de ses doutes, on va pouvoir rassurer son partenaire et faire en sorte qu'il nous rassure. C'est-à-dire que c'est pas, on ne va pas tout seul dans son coin, forcément, réussir à se dire mais non, finalement, tout va bien se passer, etc. Il faut que l'autre soit là aussi pour nous rassurer, pour prendre la main en disant mais non, t'inquiète pas, je te trouve beau ou je te trouve belle, et puis on va se faire plaisir en fait. Euh, C'est-à-dire que prendre du plaisir, ce qui est important, donc c'est de se parler, c'est de se rassurer l'un l'autre, mais c'est aussi de prendre du plaisir ensemble en dehors de la sexualité. Parce que ça renforce la confiance mutuelle, ça renforce l'attachement et ça favorise une bonne entente, y compris sexuelle. Mais c'est vrai que si les couples qui ne font rien ensemble, qui, euh, qui ne se parlent jamais, voire qui sont en conflit permanent, évidemment qu'il ne peut pas y avoir ensuite une bonne entente sexuelle. Parce que, encore une fois, pour que l'entente sexuelle soit bonne, il faut qu'il y ait de la confiance, il faut pouvoir s'abandonner, en fait, à l'autre et avec l'autre. Et évidemment que ça se cultive en dehors de la chambre à coucher. Alors, il existe aussi un frein, c'est le manque d'entraînement. C'est-à-dire que moins on fait l'amour, moins on se dit qu'on est capable de prendre du plaisir ou d'en donner. Et c'est là où aussi on perd confiance en soi. C'est une difficulté notamment pour les personnes qui sont veufs ou séparées et qui retrouvent un compagnon ou une compagne après un long moment de solitude. Et ça arrive de plus en plus, puisque les réseaux sociaux, les applis de rencontres, voilà, il existe de plus en plus de possibilités pour les seniors célibataires de refaire couple. Mais c'est pas si facile que ça, après un long moment d'abstinence, on pourrait dire, de réussir à montrer son corps, à reprendre le chemin justement du corps de l'autre, surtout lorsque, évidemment, c'est un corps qui s'est un petit peu modifié, on a un peu pris du poids, on a un peu pris de bedaine, on a un peu, pour les messieurs, perdu des cheveux, etc. Bon, et là aussi, il faut prendre son temps. C'est-à-dire que la sexualité, quand on avance en âge, c'est plus une sexualité débridée où où ça va marcher du premier coup et où on va pouvoir, je sais pas, faire l'amour toute la nuit. Ça va être autre chose. C'est vraiment une sexualité basée sur le rapport humain avant tout. C'est-à-dire on n'est plus dans la mécanique, mais on est sur la vraie relation en fait. Et donc, quand on reprend le chemin de la sexualité après une période d'abstinence, après une période où il ne s'est rien passé parce qu'on a perdu son compagnon, on s'est séparés, etc., eh bien, il faut se donner du temps. Il faut le temps de parler, il faut le temps de découvrir l'autre, de se sentir là encore en confiance et pour retrouver le chemin des caresses. Maintenant, on va voir un petit peu les idées reçues qui nous empoisonnent la vie. Parce qu'il y en a quand même beaucoup qui traînent dans l'ère de la sexualité. D'abord, souvent, on dit que les hommes ont plus envie que les femmes. Alors, c'est pas vrai. Il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison biologique, il n'y a pas de raison pour que les hommes aient plus envie de faire l'amour que les femmes. En revanche, il y a des raisons pour que ça se passe mieux pour les hommes que pour les femmes. C'est-à-dire qu'on a 90% environ des hommes qui ont un orgasme à chaque rapport sexuel et seuls 16% des femmes. Pourquoi ? Eh bien,
Il y a un petit chiffre aussi qui est très parlant, c'est qu'en moyenne, il y a eu des études, notamment anglaises, qui ont essayé de mesurer le temps entre le début du rapport sexuel et le moment de l'orgasme. Eh bien, ce temps est d'environ 5,4 minutes pour les hommes et 13 minutes pour les femmes. Donc, on voit bien en fait que il faut communiquer parce que on n'est pas sur la même temporalité. Et c'est vrai que si un homme ne pense qu'à son plaisir, il va réussir à avoir un orgasme en 5 minutes, mais la femme, elle va rester en quelque sorte sur sa faim. Et évidemment que dans ces cas-là, elle aura moins envie de faire l'amour la prochaine fois. C'est-à-dire que l'insatisfaction sexuelle, ça ne favorise pas l'envie sexuelle. Donc c'est vrai que quand on dit que les femmes ont moins envie que les hommes, il faut avoir ça en tête. Et puis évidemment, il faut aussi avoir en tête toutes les représentations sociales. C'est-à-dire que, eh bien, de tout temps, malheureusement, le désir et le plaisir féminin ont été quand même assez mal considérés. C'est-à-dire qu'un homme, par exemple, qui avait des tas de maîtresses, était quelque part plutôt valorisé, alors qu'une femme qui avait des tas d'amants, on trouvait que c'était quand même pas très moral. Donc ces différences-là font aussi que c'est plus difficile pour une femme de dire son désir et son plaisir. Autre idée reçue qui nous empoisonne la vie, c'est qu'il existe une bonne fréquence moyenne pour les rapports sexuels. Alors c'est vrai que dans les magazines féminins, par exemple, on peut vous dire faire l'amour une fois par semaine, c'est bon pour la santé. C'est ce que je disais un peu au début de cette présentation. Peut-être c'est bon pour la santé, mais est-ce que c'est bon pour vous? Si c'est pas bon pour vous, si vous n'avez pas envie d'un rapport sexuel par semaine, eh bien, ça sera pas bon pour votre santé. Et ça sera notamment pas bon pour votre santé mentale, parce que ça induit non seulement ce type d'affirmation péremptoire, ça induit de la culpabilité, parce qu'on se dit moi j'ai pas envie une fois par semaine, donc peut-être que je suis pas normale. Si, vous êtes normale, c'est chacun son rythme. Et puis ce que ça induit aussi, c'est une espèce de culte de la performance, c'est-à-dire que pour être performant, pour être quelqu'un dans la vie, dans l'air du temps, etc., il faudrait avoir X rapports par semaine. Et bien sûr que d'avoir ça en tête, d'avoir ce but qui n'est pas personnel mais qui est social, eh bien ça peut, plutôt que de stimuler, ça peut au contraire annihiler le désir. Parce qu'on se dit, mais moi j'ai pas envie, donc je vais pas y arriver. Et si on part en se disant, on l'a vu, si on part en se disant, je ne vais pas y arriver, évidemment, qu'on n'y arrivera pas. Donc, il faut vraiment, en matière sexuelle, faire fi de tout ce qui peut être diktat, normes, etc. La liberté, c'est ce qu'il y a de fondamental dans le rapport sexuel. Autre idée reçue, c'est un rapport sexuel satisfaisant, c'est forcément une pénétration. Non, en fait. Et c'est vrai que ça, c'est très important de le dire et c'est très important de l'expérimenter aussi. C'est-à-dire que le rapport, c'est-à-dire la rencontre de deux corps, c'est aussi des mains qui se touchent, c'est aussi des caresses, c'est aussi de se prendre dans les bras. Tout ça, ça contribue à un rapport sexuel en fait. Donc c'est pas seulement la pénétration, il y a plein d'autres choses à explorer et c'est vrai que finalement après quand on a dépassé les 50, 60, 70 ans, 80 ans, il y a cette possibilité en fait et on va y revenir, de prendre son temps, d'explorer autre chose, de trouver d'autres moyens en fait de se faire plaisir ensemble. Ensuite,
Une autre idée reçue qui empoisonne un peu l'existence, c'est qu'après 80 ans, ou pour certains après 70 ans, bon, l'orgasme est un mythe. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est-à-dire qu'après 80 ans et jusqu'au bout de la vie, on peut avoir du désir, on peut avoir un orgasme, on peut, voilà. La vie sexuelle ne s'arrête pas à un âge, il n'y a pas de date de péremption pour la vie sexuelle. C'est juste que ça va peut-être prendre des formes différentes, mais ça ne va pas s'arrêter. Le désir ne s'arrête pas, la libido ne s'arrête pas. D'ailleurs, en fait, l'inconscient n'a pas d'âge. Or, la libido, la pulsion sexuelle, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans l'inconscient. Donc, il n'y a pas de raison pour que ça s'arrête. En revanche, là aussi, on est victime des représentations, c'est-à-dire que pour la majorité des moins de 70 ans, de moins de 50 ans, moins de 60 ans, enfin des plus jeunes, eh bien, le rapport sexuel est impensable. Qu'est-ce qui fait que ce rapport sexuel est impensable? C'est évidemment les représentations. C'est-à-dire que pour un jeune, pour quelqu'un même d'adulte, imaginer deux corps vieux, vieillissants, faire l'amour, ça peut être quelque chose d'insupportable. Et alors, je voulais juste dire un mot sur ce qui se passe dans les maisons de retraite, c'est-à-dire que dans les maisons de retraite, en fait, la sexualité souvent est tabou, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas. Et d'ailleurs, les lits ne sont qu'à une place, dans l'immense majorité des cas. Les portes ne ferment pas à clé, c'est-à-dire que si si deux personnes ont envie de faire l'amour ensemble, si une personne a envie de se masturber, il n'y a pas d'intimité possible puisqu'il y a toujours un risque que quelqu'un arrive. C'est comme si on ne prenait pas en compte finalement la vie sexuelle des seniors, vraiment des personnes âgées. Or, l'OMS le rappelle d'ailleurs sur son site, le droit à la sexualité, c'est un droit qui est inaliénable et qui existe jusqu'au bout de la vie. Donc, il n'y a aucune raison pour que dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, il n'y ait pas de rapport sexuel, il n'y ait pas de sexualité, parce que c'est un signe qu'on est en vie, en fait. Et alors, c'est pas forcément, le tabou n'est pas forcément, ça c'est important de le rappeler, n'est pas forcément du côté des soignants. C'est-à-dire que, bien sûr que ça existe aussi du côté des soignants parce que eux aussi ont leur propre représentation. Mais surtout la famille. C'est-à-dire que pour les enfants, c'est insupportable d'imaginer ses parents, son parent âgé, parfois dépendant, en train de faire l'amour, en train de reséduire quelqu'un et aller jusqu'à faire l'amour avec lui. Ce qui fait que, au fond, les EHPAD se transforment en sorte de pensionnat, comme chez les plus jeunes, où on n'a pas le droit de rencontrer sexuellement quelqu'un, on n'a pas le droit de séduire, on n'a pas le droit de se toucher, ni soi-même, ni l'autre. Donc c'est vrai que c'est quand même un peu... c'est quand même un peu délirant cette affaire. Donc là, on a fini avec ces idées reçues qui nous empoisonnent la vie, mais on pourra y revenir si vous le souhaitez dans la discussion. Maintenant, on va voir un petit peu quels sont les bons points du vieillissement, parce qu'il y en a en fait. C'est-à-dire qu'en vieillissant, on a aussi accès, on peut avoir accès à une meilleure sexualité. Pourquoi ? Parce qu'on a plus de temps. On n'est plus pris dans cette espèce de course permanente avec le travail, les enfants, les petits-enfants, enfin, si les petits-enfants parfois, mais voilà. Donc, on peut se donner le temps de découvrir le corps de l'autre, de s'écouter, et voilà. Et donc, ça c'est vraiment quelque chose qui va bonifier, en fait, ce rapport sexuel. Il y a également moins de contraintes. C'est-à-dire que là aussi, en fait, on n'est pas pris dans les obligations de la vie quotidienne, moins en tout cas. Il y a de la place pour la créativité. Pourquoi ? Parce que précisément,
parfois, la lubrification ou l'érection, ça met un peu plus de temps à venir, etc. Donc, il faut aller plus doucement, il faut laisser un peu plus de place aux caresses, il faut inventer aussi, essayer de découvrir ce qui peut faire plaisir, ce qui a changé par rapport à avant. De la même façon, si on a un petit peu d'arthrose, etc., on peut essayer de découvrir ensemble les positions qui sont un peu moins douloureuses et peut-être, pourquoi pas, en découvrir d'autres. Et puis, quand on devient plus âgé, plus on avance en âge, en réalité, mieux on se connaît soi et on connaît l'autre beaucoup mieux. Et donc, ça, c'est très important, en fait, parce que mieux on se connaît, mieux on peut dire à l'autre ce dont on a besoin. Et l'autre, ça va dans les deux sens, bien sûr, c'est tout à fait réciproque. Donc, à condition, évidemment, de laisser la place pour se parler, et, laisser le temps de discuter, et prendre plaisir aussi, pourquoi pas, à parler de sexualité ensemble. Ensuite, donc, ce qui est important, c'est de trouver, j'en ai parlé plusieurs fois, chacun son rythme. Il faut trouver son rythme, il faut trouver son désir. Donc, on l'a vu, alto dictat. Et puis, évidemment, il est interdit d'imposer, c'est-à-dire, il est interdit d'imposer, c'est-à-dire, on ne va pas imposer au partenaire quelque chose, mais on ne va pas non plus s'imposer quoi que ce soit par rapport à des soi-disant obligations qui seraient données par l'environnement, notamment par ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les magazines féminins sont souvent assez forts là-dessus pour dire il faut avoir tant de rapports par semaine. Donc, on ne se laisse rien imposer. Et puis, il y a autre chose aussi qui est important, c'est de se dire que finalement, la libido, l'énergie sexuelle, ça ne sert pas seulement à la sexualité. C'est-à-dire que la libido, c'est la pulsion de vie, en réalité. C'est-à-dire que la libido, c'est aussi ce qui va nous permettre et ce qui va être le moteur, en fait, pour aller vers, pour avoir envie de voyager, pour avoir envie de créer, par exemple. C'est-à-dire que quand je dis que l'énergie sexuelle se recycle, c'est ce qu'on appelle en psychanalyse la sublimation, par exemple. C'est-à-dire que tout ce qui est créatif, c'est-à-dire on va se mettre à peindre, on va faire de la musique, etc. Tout ça, on utilise la libido et l'énergie sexuelle pour le faire. Donc, c'est important de se dire que c'est pas parce qu'on est célibataire momentanément ou définitivement d'ailleurs qu'il n'y a pas que cette force de vie qu'on appelle la libido n'est pas disponible et ne va pas nous servir à quelque chose. Et ça ne va pas servir uniquement à la masturbation. Enfin, parce que je voudrais quand même laisser un peu de place à la discussion. Vous avez sûrement des questions sur ces problématiques-là. Enfin, c'est vrai que j'ai un peu balayé rapidement toutes les problématiques qui pourraient toucher les seniors au niveau sexuel. Donc, je pense que ça va être intéressant qu'on puisse discuter ensuite, surtout qu'a priori, on n'est pas très nombreux, donc on est un peu entre nous, on peut facilement parler de ça. Ce que je voulais terminer, en fait, sur le fait que l'amour, en fait, peut prendre différents visages. Et les Grecs, en fait, donnaient 4 types d'amour. Et c'est important de l'avoir en tête parce que bien sûr qu'il y a l'éros qui est l'amour entre deux personnes, l'amour passion, l'amour c'est on se jette l'un sur l'autre, on est amoureux et voilà, tout est merveilleux. Bon, ça c'est effectivement une forme d'amour qui est importante, mais il y a 3 autres formes d'amour qui le sont aussi et qui nourrissent aussi de façon très importante aussi bien l'image que l'on a de soi-même que notre vie psychique, que notre vie tout court en fait. Donc il y a storgé,
c'est l'amour qui grandit avec le temps. C'est la relation, les relations profondes, en fait. Sont les relations amicales, les relations familiales, celles qui grandissent, oui, voilà, qui grandissent avec le temps. Et ce sont en fait, les relations qui nous sécurisent. C'est de l'amour dans lequel on se sent au chaud, on se sent bien. Et c'est très important de cultiver aussi ces formes d'amour-là. Il y a Philia aussi qui est très importante. C'est quoi? C'est la camaraderie, c'est œuvrer ensemble pour le bien commun. Donc c'est vrai que par exemple quand vous allez travailler pour je sais pas quoi, les restos du cœur pardon, du corps c'est joli lapsus, les restos du cœur ou pour une autre association, c'est-à-dire que d'un seul coup vous allez faire le bien avec d'autres. Et ça aussi ça nourrit l'estime de soi, mais aussi ça nourrit la, la, la vie en réalité. Donc c'est très très important. Et puis il y a aussi agapé. Alors ça c'est un autre type d'amour, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour qui cherche pas son propre plaisir, mais qui cherche à donner de l'amour. C'est-à-dire que en fait il y a quelque chose de plus grand que soi dans agapé. Et en fait dans ces quatre façons d'aimer en fait, sont évidemment complémentaires les unes des autres. Et bien sûr, et donc là, toute la matinée, c'était sur Eros, autour des relations sexuelles et du plaisir qu'on peut prendre ensemble érotiquement. Mais bien sûr que Eros tout seul, ben, finalement, est-ce que ça fait une bonne vie? C'est vrai que travailler sur toutes les formes d'amour en même temps, ça donne, voilà, la question de l'épanouissement, elle passe aussi par ces autres formes d'amour qu'il est important de cultiver. Et la libido, c'est-à-dire l'énergie vitale, l'énergie sexuelle, elle peut être également mise à contribution dans ces quatre formes d'amour. Voilà. Donc, j'ai été un peu rapide. Donc, évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, avant d'ouvrir les micros, on va peut-être clôturer cette visioconférence pour pouvoir la mettre sur YouTube, parce que j'ai pas trop envie que on soit peut-être obligé de vous demander à chacun si vous souhaitez être sur YouTube ou pas. Donc ça, on va le garder pour nous. Donc je vais reprendre la main. On va continuer cette visioconférence ensemble avant le temps d'échange. Donc je vous mets le lien du questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas à le remplir, c'est très important pour nous, pour faire un retour à nos financeurs. Et puis, vous pouvez me laisser un petit message qui sera lu pour proposer des nouvelles thématiques sur de futures visioconférences. Donc là, je vous mets la diapositive avec tous les projets de Gwendoline. Donc vous avez sa chaîne YouTube, le lien pour l'inscription visio, le lien pour télécharger le livre audio et le lien pour écouter tous les podcasts qui sont relativement nombreux en ce moment à arriver. Il y a des épisodes qui sortent très régulièrement. Notre prochaine visio, c'est jeudi à 10h30 sur le rangement des papiers. Donc n'hésitez pas non plus à copier le lien movadom.eventbrite.com et à l'envoyer à tous vos contacts. Si vous avez des questions, c'est contact@movadom.com. Gwendoline se fera un plaisir d'y répondre. Et puis encore merci Isabelle et merci à la conférence des financeurs du département des Hauts-de-Seine. Merci à tous et on se retrouve tout de suite, les micros ouverts.